Bon, c'est le moment de démarrer la table ronde et on va commencer avec Monsieur Christian Côté, qui est directeur général de l'AFM Téléthon et qui va démarrer cette table ronde en faisant feu de plein de questions, je suppose. Merci beaucoup. Merci David, merci de cette présentation. En premier lieu, je voudrais remercier les trois intervenants pour leur topo qui est à la fois très intéressant mais aussi très complémentaire. Et donc, je vais bien sûr prendre la posture de représentant des patients pour poser un certain nombre de questions, mais je voudrais commencer par une mise en perspective de ces trois interventions, parce que je crois qu'il y a là une parfaite cohérence et qui est dans l'esprit à la fois du plan maladie rare numéro 3 et puis du plan France Médecine Génomique 2025. D'abord, l'Observatoire du diagnostic, c'est une des grandes priorités du plan maladie rare. Et je dois dire que c'est une certaine satisfaction, pour avoir beaucoup travaillé à la préparation de cet axe, de voir là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Et je vais repartir du topo de Charam par rapport à la collaboration que nous avons conduite entre la filière Philnomus et l'AFM Téléthon. En fait, avant qu'on en soit sur cette question de l'Observatoire du diagnostic, nous avions déjà un plan d'action partagé, prioritaire à la fois pour l'association et pour la filière, que nous avions baptisé « Un diagnostic pour chacun ». C'est sans doute ce qui explique que la filière a pu être pilote de cet Observatoire du diagnostic à travers ce qu'a expliqué Charam, c'est-à-dire une opération pré-pilote, puis aujourd'hui une consolidation. Puisqu'en effet, grâce à cette petite avance, mais aussi grâce aux moyens apportés par le plan maladie rare, c'est 29 000 dossiers de patients qui ont été examinés et 6 000 qui ont donc été introduits dans ce recueil complémentaire pour cet observatoire des errances et impasses diagnostiques en collaboration avec la BNDMR. Alors, pour nous, patients, il y a deux actes qui nous semblent très, très importants. Le premier, c'est que grâce à ce travail, nous sommes en capacité de remettre les patients qui étaient sur un parcours diagnostique inachevé, de les remettre, s'ils le souhaitent, dans ce parcours du diagnostic, grâce à cette collaboration entre des services d'accompagnement et puis la filière. Donc, reprendre le parcours diagnostic. Et puis, le deuxième axe, c'est aussi, grâce à cette photo, alors, on va le dire, ce n'est pas encore une photo numérique à très haute résolution. L'observatoire diagnostique, je dirais aujourd'hui, c'est plus un daguerréotype et encore avec des sujets qui ont un peu bougé pendant la prise de vue. Mais néanmoins, et il faut élargir le discours depuis Philnomus vers l'ensemble des filières, néanmoins, toutes les filières sont mobilisées dans cet observatoire du diagnostic. Et donc, le deuxième axe qui est important, c'est aussi d'identifier les vraies situations d'impasse diagnostique, celles pour lesquelles l'état actuel de la science, de la médecine et des techniques n'aura pas permis d'apporter le diagnostic. Pour en situation intermédiaire, les flécher vers les plateformes génomiques 2025, je vais y revenir pour essayer d'aller jusqu'au bout du diagnostic, mais aussi pour faire le passage vers la recherche, comme vient de nous l'expliquer Catherine. Donc, c'est ces deux grands actes qui sont très, très importants. Et cette action devrait donc, en 3 points, premièrement, permettre d'améliorer la situation d'errance diagnostique, parce que cet observatoire va nous permettre de voir comment la photo, qui va être de plus en plus précise, va se déformer au fil du temps, de façon à réduire les situations d'errance et d'impasse. Dans une dimension plus prospective, de flécher les patients atteints de maladies rares vers les plateformes médecine génomique lorsque ça sera justifié, d'où l'importance des RCP de prescription qui ont été évoquées. Et enfin, comme on vient de le voir avec l'exposé de Catherine, les informations colligées vont permettre d'améliorer les connaissances pour aller vers des programmes de recherche comme ceux qui ont été évoqués, vers des études épidémiologiques, vers la recherche de nouveaux variants pathogènes, voire l'identification de nouveaux gènes. Donc ça, c'est, je crois, très important de le dire sur la situation de l'Observatoire du diagnostic. Sur le plan France Médecine Génomique, maintenant, bon, alors Christelle était un petit peu fâchée parce que j'ai dit il y a quelques jours que le plan France Médecine Génomique, c'était comme un vieux diesel. Il a mis longtemps à démarrer. Mais aujourd'hui, il démarre, il est là, et les chiffres qu'elle nous a montrés montrent que c'est comme les diesels, en fait. Une fois qu'il est démarré, il ne va pas s'arrêter maintenant. Et donc, même si on est encore loin du compte, on a vu les chiffres. Par exemple, et ça ferait partie des questions qu'on pourra évoquer, aujourd'hui, on estime que les 2 plateformes qui sont aujourd'hui en place ont une capacité de 6 000
patients chaque année. Or, rien que déjà, les 51 préindications, c'est 17 000 patients à l'année. Donc, une des questions qu'on pourra évoquer, c'est à quand la suite du plan France Médecine Génomique qui prévoyait une capacité d'analyse de 230 000 génomes chaque année à travers le déploiement d'une douzaine de plateformes. Donc ça, c'est un point important qui pose plein de questions. Au-delà des moyens pour les séquenceurs, c'est aussi les moyens humains, les moyens d'interprétation, etc. Le deuxième point sur le plan France Médecine Génomique, c'est que c'est bien compliqué. C'est-à-dire, on a vu le parcours depuis la prescription jusqu'au rendu de l'analyse. Les cliniciens, les généticiens vont être mobilisés dans des réunions nombreuses, les RCP de prescription, les RICB, les réunions d'interprétation clinico-biologique, les RCP de rendu des résultats avant que ça revienne aux prescripteurs. Est-ce que le système de santé va avoir la capacité de gérer toutes ces concertations, surtout que dans le même temps, il y a d'autres RCP qui sont en train de se développer, et c'est tant mieux, ce sont des RCP thérapeutiques, compte tenu du progrès dans le développement des thérapies innovantes pour les maladies rares. Donc c'est un vrai souci. D'une part, il faut monter en puissance, il faut que le diesel accélère, mais d'autre part, il y a plein de questions qui sont posées sur notre capacité, à le faire à travers c'est quand même un sujet qui est très, très compliqué. Il y aura d'autres questions qu'on pourra peut-être évoquer dans un deuxième temps. C'est la question du financement, qui est évidemment sous-jacente à tout ce qu'on est en train d'évoquer. C'est la question des données incidentes, à travers les évolutions des lois de bioéthique qui mettent les données incidentes au cœur de cette médecine génomique. C'est la question de la réinterprétation des données qui a été un petit peu évoquée par Christelle, mais qui pourrait nous amener vers une médecine de retour d'informations séquencées au fil du temps auprès du patient. Donc c'est vraiment un paradigme, un nouveau paradigme qui est complet. Et puis si on a un peu de temps dans la discussion, j'aimerais qu'on évoque rapidement le dépistage néonatal, parce que une des façons d'améliorer le diagnostic, c'est déjà de les dépister très tôt, parce que ça permettrait aussi d'appliquer les thérapeutiques quand elles existent très précocement, et puis bien sûr encore d'améliorer la photo du diagnostic. Donc voilà toutes les questions que j'ai en tête et qu'on va pouvoir débattre maintenant. Merci beaucoup. On va peut-être, on va respecter le plan, si vous êtes d'accord, c'est-à-dire en commençant par l'Observatoire du diagnostic, puis le plan, puis après la vision européenne et puis l'impasse diagnostique. On va commencer par une question du chat. Alors, question de Madame Hubert Véronique. Faudra-t-il étendre le projet vers la ville? Quid des patients qui n'ont pas encore été orientés vers les centres de la filière et qui ne sont pas répertoriés dans Bamara? Y a-t-il une errance diagnostique en ville? Tout à fait, c'est une question pertinente. C'est le projet qu'on a avec l'AFM Téléthon. C'est vrai que je suis passé vite et comme Catherine, moi j'étais gêné par la lecture, j'avoue. En 2016, on collabore toujours avec l'AFM Téléthon. Donc les centres essayent de faire l'état de lieu d'adhérence et impasse diagnostique, et en se basant sur la collaboration avec l'AFM Téléthon et leur RPS, les références de parcours de santé, les patients qui ont une rupture de contact avec les centres sont informés, sont contactés et motivés pour revenir vers les centres pour continuer à faire les démarches diagnostiques. Donc, c'est un travail, donc, je n'ai pas fait mention, qui a été mené en parallèle avec le projet pré-pilote, autour de 14 000 de souvenirs dossiers qui ont été, patients qui ont été contactés. Et puis, nous nous sommes organisés pour recevoir ces patients-là au fil de l'eau pour ceux qui le souhaitaient. Donc oui, ceux qui sont une partie d'errance, ce sont les patients qui sont en errance élevée à ce moment-là, qui sont en rupture de contact. Et il y a des moyens de communication tant qu'on peut pour faire ça. Deuxièmement, est-ce que l'évaluation peut se faire, après, c'est ce que je comprends par la ville, moi je dirais, c'est quand même
des pathologies rares, en ce qui concerne pour nous, pathologies de centre expert. La labellisation a été faite pour ça. Donc, le début peut être commencé, mais il faut quand même qu'il y ait le maximum. Avant de parler d'impasse diagnostique, l'impasse est fait dans les maladies génétiques pour être plus simple, c'est que le patient a tout eu, y compris panel. Enfin, l'étape suivante, c'est d'aller vers les plateformes. Donc, c'est un travail d'expertise, vraiment d'expert. Alors finalement, il y a deux possibilités d'errance, si on peut résumer. Une des premières, celle dont vous avez parlé, c'est on est rentré dans le circuit et puis on est un peu perdu ou on n'a pas eu accès aux examens qu'il faudrait pour pouvoir avoir un diagnostic et rentrer ensuite dans l'impasse diagnostique si on n'en a pas eu. Mais il y a aussi une autre forme d'errance qui est finalement le premier recours. Vous avez commencé à évoquer, c'est-à-dire les personnes qui n'arrivent pas à arriver au guichet centre expert, centre de référence ou centre de compétences, et pour lequel le premier recours n'a pas forcément notion de l'existence de ces centres experts, et donc des personnes qui vont mettre 2 ans, 3 ans avant d'arriver. Donc il y a peut-être deux niveaux d'errance un peu différents. Alors l'avantage rapidement, pour ne pas monopoliser la parole et donner la parole à Christian, c'est... alors, toutes ces analyses-là qu'on a fait sur 6000 dossiers permettent de voir le motif d'errance aussi, à quel niveau le patient a été arrêté au niveau des explorations. Par exemple, on peut voir dans une région s'il manque, je ne sais pas, par exemple, la possibilité de faire biopsie musculaire. Avoir accès à un examen. Donc tout ça, c'est analysable en termes, entre guillemets, épidémiologie ou des données de santé, si on peut le dire. Tout le parcours de patient est analysable et ça sera très riche. Et encore une fois, ce travail a commencé au niveau de DGOS, l'ensemble des filières. Et on imagine à quel point ça peut être riche sur 500, 600 000 malades. D'ailleurs, j'ai oublié de remercier l'accompagnement de Mission Maladies Rares dans ce projet et de BNDMR qui a été vraiment une collaboration vraiment très, très intense et amicale. Merci beaucoup. Christian Côté. En 2 mots, oui, tout à fait. Le diagnostic, l'errance diagnostique, c'est d'abord le temps avant qu'on soit entre les mains d'un service expert. Et c'est à ce titre-là que la médecine de ville doit aussi être intégrée dans ce plan de santé publique qu'est le plan maladies rares. Je regardais les chiffres, je crois, alors je ne voudrais pas dire une bêtise, mais je crois qu'au niveau de Bamara, il y a 13% des malades qui ont été amenés vers le centre de référence par la médecine de ville. C'est de cet ordre de grandeur. Donc, ça bouge, mais il faut continuer parce qu'il y a bien ce premier temps. Puis après, il y a ce que l'état de développement de la médecine et de la science est capable de faire une fois que le patient est entre les mains de la médecine experte. Mais les deux sont à prendre en compte. Et il faut continuer de communiquer vers la médecine de ville de façon à ramener, c'est ce que nous faisons aussi parce que nous avons... je dirais, des services d'accompagnement au niveau des maladies neuromusculaires. C'est ce que nous faisons en ramenant vers les centres de référence les malades qui, à un moment ou à un autre, ont pu se décourager et sortir du parcours de soins spécialisés que représentent les filières et les centres de référence et de compétences. Alors, oui, bien sûr. En fait, au comité de pilotage des filières maladies rares qui a eu lieu en début de semaine, nous avons acté de mettre en place en 2022 une campagne de communication conjointe Plan Maladies Rares 3 et Plan France Médecine Génomique qui va s'installer dans l'ensemble des congrès médicaux de médecine générale et de spécialistes, cardiologues, neurologues, médecine de rééducation, pour sensibiliser en fait l'ensemble de la communauté médicale hospitalière qui assiste à ces congrès, mais aussi de ville qui vient à ces congrès, justement pour expliquer ce qui est possible maintenant de faire en termes de diagnostic pour qu'ils réadressent les patients vers les centres experts pour pouvoir avoir accès à la médecine génomique.
Alors, on va continuer à prendre des questions qui sont dans le chat. Et donc, je rappelle au public que n'hésitez pas à poser des questions. On débordera peut-être un petit peu sur la pause de midi, comme on a démarré un peu plus tard. Mais en tout cas, on va essayer de prendre toutes les questions du chat. Donc, il y a vraiment une des questions qui remontent, qui sont donc de Madame Larieux, pardon. On compte sur nos médecins traitants pour orienter vers des experts en maladies neuromusculaires. Mais en province, loin des grands CHU, nos médecins n'ont pas, à mon sens, la capacité à identifier les symptômes et orienter les patients. Y a-t-il une démarche pour former, sensibiliser les médecins traitants et les rendre un maillon d'orientation vers les experts? Alors, c'est une sacrée question, en fait, parce que le médecin traitant, le premier recours, souvent, il est sursollicité par des tas de questions. Se met en place en France des structures qui s'appellent les plateformes territoriales d'appui et les dispositifs d'appui à la coordination, qui sont des structures qui sont censées aider le premier recours lorsqu'il a une question qu'il n'arrive pas à répondre. La difficulté, c'est de réussir à donner les clés d'orientation, finalement, du médecin de premier recours pour qu'il puisse penser que c'est une maladie rare. Et ça, c'est assez complexe à mettre en place. Donc oui, il y a des choses qui sont possible. Une des clés de répartition, ça pourrait être de sensibiliser les PTA et les DAC quand donc plateforme territoriale d'appui et dispositif d'appui à la coordination, pour que le médecin traitant puisse avoir une aide à cette question-là. Alors, une question d'Olivier Baudry, sauf si quelqu'un veut réagir à cette remarque-là sur le plateau. J'aurais envie de rajouter que c'est en effet une question de décloisonnement, de partage de l'information. Il faut absolument décloisonner, non seulement entre la médecine experte et la médecine de ville, mais il faut aussi décloisonner avec l'ensemble du système de santé et les services médico-sociaux, parce que c'est dans cette mobilisation d'ensemble, avec ce qu'on appelle la psychologie du doute, qu'on pourra ramener vers la médecine experte les patients qu'il est légitime de ramener vers cette médecine de spécialité. Oui, je rappelle qu'en fait, c'est une personne sur 20 en population générale et qu'en fait, c'est extrêmement fréquent, mais que le terme maladie rare peut parfois un peu induire en erreur le premier recours. J'espère qu'on ait beaucoup d'audience là. Alors, il y a de l'audience, bien sûr. Il y a des tas de questions qui sont en train d'arriver. Avant de prendre la question suivante, qui est plutôt... alors, il faut que je reculez-vous légèrement de votre micro, ça sera top, d'accord? Donc, je respecte les consignes. C'est trop fort, je parle trop fort. Donc, je vais parler plus doucement et je vais prendre ma voix plus douce. Mais ça va être plus long. Donc, du coup, avant de prendre les autres questions, on va avancer un petit peu sur cette question d'observatoire du diagnostic. J'aurais une question un peu provocatrice. Est-ce que finalement, au décours de tout ce que vous allez pouvoir observer sur les différents examens qui ont été réalisés, que ça soit imagerie, examen histopathologique du muscle, panel de gènes, on ne va pas arriver, oui, vous me voyez arriver avec mes grands sabots, ne faudrait-il pas finalement changer complètement de paradigme et se dire on va faire un génome sur la plateforme en première intention et on se servira des autres examens pour affiner finalement le pronostic. Donc, c'est passer d'un diagnostic à un pronostic avec les autres examens. Non, tout à fait. Alors, l'avantage de médecine, c'est que tout le temps, on est en évaluation et évolution de pratiques. Ça, avant l'observatoire, on pouvait se poser la question, soit avec l'arrivée des anticorps pour certaines maladies auto-immunes, biopsie musculaire, par exemple, est-ce qu'il faut le faire? Ou dans les maladies génétiques, de plus en plus, on se pose la question, est-ce qu'on fait le panel, par exemple, qui est un test sérique, avant la... Alors, effectivement, quand on passe sur des nombres aussi importants de les pratiques, ça permet vraiment de réévaluer comme je vous ai dit, dans les items, il y a un certain nombre d'items qui sont une quarantaine sur les examens complémentaires. Donc, sur leur hiérarchisation, tout à fait, et je pense qu'on va aller vers ça. J'attendais que le diesel démarre et que visiblement, ça démarre bien. L'avantage, c'est que ça durera pendant longtemps. Non, mais c'était la possibilité technique et effectivement, c'est une des questions... Cela dit, il y a quand même des limitations. On a vu tout à l'heure les capacités d'absorption des plateformes de génomique à très haut débit
en termes de nombre d'échantillons. Donc avant qu'on puisse être dans une approche, je dirais, de recherche de l'anomalie à la base près, comme le permet le séquençage du génome entier, je pense qu'il y a encore de la place pour les autres techniques de diagnostic. Peut-être que dans quelques temps, je ne sais pas le chiffrer, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, on sera dans une médecine génomique où ça sera en première intention qu'on fera du séquençage pour identifier et les gènes pathogènes et, par exemple, les risques de sensibilité, les gènes actionnats. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Je vais provoquer les généticiens quand même, parce que en 2013, quand le panel est arrivé, ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas, on a le diagnostic. Et on voit l'importance de phénotypage. Et je pense que malgré tout, comme il y a le nombre de variants, le nombre de... alors, dans le phénotypage, il faut inclure toutes ces explorations qui aident vraiment à préciser et à avancer ensemble. Alors, pour compléter, en fait, dans les examens complémentaires, je pense qu'en effet, il faut différencier les examens de phénotypage, qui sont l'imagerie, l'histologie, des examens de génétique. Et ce qui va sans doute se poser en premier, c'est quelle est la place dans la hiérarchie des examens génétiques du génome. Et faut-il maintenant, pour certains panels, dont la question de l'efficience va se poser, c'est-à-dire quel est le rapport de leur efficacité par rapport au coût qu'ils engendrent, doivent-ils rester en première intention ou pas? Et ça, c'est une question qui va devoir être posée à court terme, je dirais. Après, on ne fait de la bonne génomique pangénomique qu'avec un bon phénotypage. Alors, donc, la deuxième question viendra dans un temps, je pense, supplémentaire. Mais la première question qui va être à poser, c'est où place-t-on le séquençage au débit de génome dans l'arbre de l'exploration génétique. Alors, dernière question sur l'impasse diagnostique, mais qui va faire le lien avec la deuxième partie, puisqu'on n'est pas très en avance, qui est le plan France Médecine Génomique 2025. Par rapport à l'impasse diagnostique, avez-vous observé sur le territoire en France, donc outre-mer inclus, des régions où l'accès au premier examen de génétique, qui est le panel, est beaucoup plus difficile que d'autres régions. Et derrière, j'induis finalement, est-ce que si on a une plateforme ou des plateformes de médecine génomique, est-ce qu'il ne faudrait pas décloisonner cet accès au panel par un accès à l'examen génétique de génome en priorité? Alors, tout de suite, moi, je suis tout à fait d'accord avec Christelle, parce que les panels sont multiples, c'est-à-dire d'abord, on fait une panel ciblé, ensuite, si c'est négatif, panel plus large, et ainsi de suite, perte de temps important, et je pense qu'il faut aller vers les plateformes, le génome le plus rapidement possible. L'accès, comment dire, est-ce qu'il y a une injustice régionale? Je dirais plutôt non. La France est un beau pays quand même. Il y a quand même les soins qui sont, l'accès malgré tout il y est. En revanche, il y a le problème de manque de personnel pour ces laboratoires d'analyse, où le temps est trop long, où les dotations peut-être ne sont pas homogènes sur le territoire. Et on a un vrai problème. Alors, je défends cette fois-ci les généticiens. On a un vrai problème de délai par manque de moyens. Donc, il n'y a pas de soucis qui sont liés en fait à l'accès à l'examen génétique par des limitations liées aux dépenses finalement dans les établissements de santé, du remboursement qui est un peu étrange. Je pense qu'on n'a pas les données objectives pour y répondre aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, la photo, elle est encore floue. Je pense quand même, mais c'est intuitif ce que je vais dire, qu'on a plus de chances, si on habite boulevard du Montparnasse, à être mis entre les mains d'un bon spécialiste d'une maladie rare que si on habite, alors je ne vais pas citer de département pour ne stigmatiser personne, mais bon, il faudra qu'on y regarde. Et justement, grâce à cet observatoire du diagnostic, grâce aux données de Bamara, on devrait avoir les moyens d'avoir une approche objective de cette question d'égalité d'accès à un diagnostic rapide et précis sur tout le territoire. Oui, je suis d'accord. Moi, quand je parlais, c'était au niveau de moyens et non pas accès, c'est-à-dire à partir du moment où le patient est entre les mains d'experts, il n'y a pas
Voilà. Parfait. Il y a une remarque dans le chat avant qu'on passe à la partie du plan France Médecine Génomique 2025 qui suggère d'utiliser la télémédecine pour pouvoir justement essayer d'améliorer l'accès par le premier recours aux structures expertes et qui permettraient de filtrer. Je ne suis pas tout à fait favorable. La preuve que pendant le Covid, je me suis planté, mais sur le diagnostic, bien. Je crois vraiment qu'il faut voir le patient dans notre domaine. C'est analyse phénotypique est très, très important. Après, on peut utiliser télémédecine en suivi des patients qui sont stables, relativement, mais pas en diagnostic. Merci beaucoup. On va maintenant faire feu sur le plan France Médecine Génomique 2025 avec cette question qui a été suggérée de façon très, très forte. C'est puisqu'on se pose la question d'orienter différemment les examens génétiques et peut-être d'avoir recours de façon beaucoup plus importante au séquençage de génome. Qu'est-ce qui est prévu dans le plan? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 plateformes. Ces 2 plateformes peuvent produire un certain nombre de génomes. On voit que le plan est en marche, qui marche vite. Est-ce qu'il ne va pas marcher trop vite et qu'on va arriver à saturation sur les 2 plateformes existantes? Alors, comme vous l'avez montré, comme les chiffres l'ont montré, en effet, le plan a démarré et démarre bien. Et on voit que rapidement, les 2 laboratoires actuellement installés ne suffiront pas à répondre à la demande. Et donc, les pouvoirs publics se sont saisis de cette question là à la rentrée et donc sont en train d'étudier le dossier pour augmenter la capacité de séquençage en France. Donc, je dirais que la question est sur la table des pouvoirs publics actuellement. Et on devrait avoir des annonces dans les mois qui viennent. D'accord. Donc, a priori, en 2022, on aura une information claire et précise. Peut-être même avant, on verra. Voilà. Mais en tout cas, la question est clairement actuellement à l'étude dans les ministères et les choses, voilà, il y aura des annonces qui devront arriver dans les mois qui viennent, clairement. Parce que je dirais la vigilance du pilotage du plan et des pouvoirs publics est évidemment de ne pas arriver à saturation de séquoia et d'oragène et que les choses soient anticipées pour que cela n'arrive pas. Oui, bien sûr. Ouais. Je crois qu'il y a au moins deux aspects dans cette question. Il y a le nombre de plateformes, c'est-à-dire finalement le nombre de séquenceurs qui peuvent être adressés, mais il y a la capacité derrière, dans cette interconnexion entre le clinicien, le biologiste, le généticien moléculaire, de faire face. On voit bien que c'est là qu'il y a un goulot d'étranglement aujourd'hui. Même si on augmente en capacité de séquençage, on voit bien qu'on est un petit peu à la peine derrière en termes d'interprétation des données. C'est normal, je crois qu'on est au début d'une nouvelle médecine, mais ça va poser aussi la question des bras et des neurones, bien sûr, qu'il faut mettre. On a bien vu que le fait d'avoir 24, de financer 24, alors on les appelle 24 assistants de prescription, a permis aussi de lever un certain nombre de goulots d'étranglement. Donc, des moyens, oui. Pour les machines, oui, mais aussi pour les hommes et les femmes, bien sûr. Et justement, ça me renvoie à une des questions que je posais dans mon introduction, c'est la complexité du circuit. Aujourd'hui, la mobilisation de tout ce monde-là, biologistes, cliniciens, généticiens, dans ces nombreuses interactions nécessaires entre les uns et les autres. Donc, est-ce que c'est pas trop lourd? Et puis, je vais en profiter pour poser une autre question. Ce sont des laboratoires de biologie médicale. Or, il y a des compétences très importantes qui sont des scientifiques purs, qui ne sont pas des biologistes médicaux et qui ne sont pas reconnus comme en cap. Or, ces gens-là seraient en capacité d'apporter une aide colossale dans l'interprétation des données parce que c'est eux qui ont ils font partie de ces personnes qui ont la science pour contribuer à l'interprétation des variants, même ceux d'origine inconnue. Donc, pourra-t-on sortir excusez-moi, je vais peut-être être un petit peu impertinent, du carcan que représente la loi de la biologie médicale pour faire intervenir des scientifiques dans cette mobilisation de santé publique sur cette médecine du génome? Alors si je peux rajouter, il y a non seulement les scientifiques, mais il y a les personnes qui sont formées par l'État, donc issues du DES de génétique, qui aujourd'hui n'ont pas la signature, l'autorisation de pouvoir avoir la signature pour signer les résultats d'examen de génétique. Ce qui est un peu étrange parce que finalement, l'État a dit qu'il faut qu'on forme des spécialistes, mais ces spécialistes n'ont pas accès à la signature.
Et ça, c'est un autre débat. C'est un débat qui est politique, qui va un peu sortir du nôtre. Moi, je voudrais rebondir sur une autre question par rapport à l'organisation des soins. Et après, Christelle pourra rajouter. Par rapport à l'organisation des soins, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on a des circuits qui sont complexes. Comment on va faire quand on va commencer à rendre les données dites incidentes? Parce qu'on va encore augmenter la complexité du circuit d'aval, parce qu'on s'est beaucoup posé la question de comment on produit les données. Mais une fois qu'on va avoir ces données, comment on va les rendre à la personne malade? Comment on va s'assurer que la personne malade, elle ne va pas être maltraitée avec toutes ces datas? Alors, je vais commencer par répondre à la première question sur les multiples réunions et la complexité des choses. Alors, l'implémentation de la médecine génomique est quand même encore un grand changement de paradigme pour les praticiens, que ce soit pour les patients évidemment, mais que ce soit pour les cliniciens et les biologistes. Et donc il y avait besoin de cette phase d'apprentissage. Et l'avantage de ces RCP font qu'il y a vraiment des réunions multidisciplinaires, un collectif qui s'installe. Et donc une fois qu'on aura passé cette courbe d'apprentissage, probablement qu'on pourra progressivement alléger en fait le dispositif. Et à terme, on pourrait aller vers quelque chose où finalement ces RCP sont surtout utiles et importantes pour les dossiers complexes et beaucoup moins pour les dossiers simples où sur des critères bien définis, on peut prescrire facilement. Donc c'est quelque chose vers lequel probablement on devra réfléchir à aller, mais dans cette phase de mise en place, il y avait quand même un certain nombre de praticiens qui devaient apprendre ce que c'était que la génomique et comment l'expliquer à leurs patients. Et donc, c'était nécessaire d'avoir quand même, je dirais, cette organisation qui est quelque part un garde-fou de qualité aussi. Donc là, il va falloir, en effet... C'est un moment. Exactement. C'est un moment de la science. Exactement. C'est un passage, je dirais, d'initiation pour aller vers quelque chose de plus, je dirais, de moins complexe. Et dans cet esprit-là, ça pose aussi la question des pré-indications, qui aussi mettent une certaine complexité, qui, dans la dimension temporelle, crée une inégalité, une inéquité d'accès, parce que certaines pathologies peuvent accéder aux plateformes de séquençage, d'autres non. Moi, je considère que passer par ce système des pré-indications, ça correspond aussi à un temps du moment, parce qu'il faut développer le système, mais demain, on devrait sortir de ces pré-indications, et j'imagine que dans un certain temps que je ne sais pas chiffrer, on prescrira un séquençage du génome comme le praticien prescrit aujourd'hui un dosage du cholestérol, par exemple. Alors, il ne faut pas aller trop vite, j'entends. Oui. Mais je veux dire, les usines à gaz que l'on construit sont intéressantes pour rôder le système, mais après, il faut aller vers la simplification. Alors, d'abord, les préindications actuellement couvrent quand même un bon pourcentage, enfin une bonne proportion des maladies rares, les 51. Il va y avoir la 3e campagne de préindication qui va être ouverte. Et on a fait une petite enquête en amont auprès de l'ensemble des filières maladies rares, de savoir quelles étaient les préindications manquantes et éventuellement celles qui allaient être déposées. Et donc finalement, et en termes aussi d'épidémiologie, il est annoncé peut-être une dizaine de nouvelles préindications qui vont couvrir, semble-t-il, environ 3000 patients par an. Donc vous voyez, on devrait, après la 3e campagne, à peu près couvrir, je dirais, la très très large majorité des maladies rares. Je ne dis pas qu'il y aura peut-être quelques patients orphelins qui ne rentrent pas dans une des préindications. Si on prend le modèle anglais, en fait, ils ont gardé ce système de préindication et puis ils ont une préindication qui est autre. Voilà. Pour les patients qui ne rentrent pas dans les préindications déterminées, l'avantage en fait de déterminer des préindications, il détermine aussi un circuit d'experts, à la fois pour la prescription, mais aussi pour l'interprétation biologique. Et donc finalement, quand on fait déjà des examens, une IRM, un bilan biologique, vous allez dire au biologiste pourquoi vous faites cet acte pour qu'il puisse ensuite interpréter les résultats en fonction du diagnostic que vous suspectez. Donc probablement que l'élargissement majeur du nombre de préindications devrait permettre à terme que tous les patients puissent avoir accès et que cette structuration en préindication n'aura pas pour vocation à être restrictive, mais plutôt à faire des circuits d'expertise et à conserver. C'est un peu l'état d'esprit. Demain, on oubliera elles seront toujours là parce qu'elles construisent le système. Exactement. Mais demain, on oubliera les préindications comme porte d'entrée pour rentrer dans le système. Donc on voit que l'innovation n'est pas facile, mais au moins on a de la chance parce qu'on a de l'innovation. Donc on va pas bouder ce plaisir, même si le chemin est pas toujours très évident. Pour tous ceux qui voudraient manger, il va falloir patienter un petit peu parce que je pense qu'on va continuer à discuter parce qu'on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on pouvait poser comme question. Il y a des questions dans le chat qui sont
un petit peu différente de ce qu'on a discuté, mais qui, à mon avis, je pense, vaut la peine d'être posée. Une des premières questions de M. Olivier Baudry, qui est sur en fait, l'information apportée à la personne malade par rapport au consentement éclairé. Donc, il se demande pourquoi le patient n'a jamais copie des consentements éclairés pour les analyses génétiques, ni connaissance du laboratoire où cet examen a été adressé. On va pouvoir répondre clairement à ces questions-là. Et comment se fait-il qu'il y a des erreurs d'aiguillage qui amènent le patient à faire plusieurs prises de sang des années consécutives? Et enfin, est-ce que le généton collecte-t-il les fragments des échantillons sanguins? Donc peut-être Christelle, une réponse ou je réponds? Je peux répondre déjà sur le consentement. Alors, le patient peut tout à fait avoir accès à une copie du consentement qu'il signe. Il suffit qu'il le demande au médecin. C'est vrai qu'on est dans une ère écologique où on évite le papier, donc on a tendance à beaucoup moins utiliser le papier, mais il n'y a aucune contre-indication et aucun frein à ce qu'un patient puisse avoir une copie du consentement à l'issue de la consultation. Dans mon activité médicale quotidienne, les patients qui le souhaitent repartent avec la copie du consentement. Il n'y a aucun problème avec ça. Et on est censé quand même dire aussi où part l'échantillon et comment il est stocké, puisque ça fait partie des informations. Donc, qu'on doit donner. Logiquement, normalement, c'est des informations qu'on doit donner. Alors, ça ne veut pas forcément dire que dans le feu de l'action, parfois, ça ne soit pas un peu oublié. Donc, on s'excusera auprès des personnes malades quand on n'est pas dans la perfection. On essaye d'y aller. Pour ce qui est de la collection, en fait, de où se situe l'échantillon, c'est dans le laboratoire dans lequel on a adressé l'échantillon, donc ça peut être le Généton, la plateforme de France Médecine Génomique 25 et d'autres endroits. Et s'agissant de Généton, la réponse est oui. Généton collecte des échantillons dans le but de créer une banque d'ADN qui existe maintenant depuis plusieurs décennies. C'est une des plus grandes banques d'ADN en Europe. Mais là, on est dans le domaine de la recherche. Ces échantillons sont techniqués pour être conservés et ils sont là aussi, et c'est l'objet de cette banque d'ADN, pour être mis à disposition des chercheurs qui en ont besoin, je dirais, d'où qu'ils soient dans le monde entier. Donc oui, Généton collecte des échantillons, mais dans des circuits fléchés vers la recherche. Alors, deux autres questions qui sont pas tout à fait les mêmes, mais alors, toujours une question, on va dire, accès de l'information à la personne malade. C'est certains patients suivis depuis des années n'ont pas leurs résultats liés à leur dossier, donc dans le dossier médical partagé. On parle de résultats d'examen génétique, hein. Donc, est-ce qu'on peut avoir des remarques par rapport justement à ce dont on avait parlé, c'est-à-dire un lien entre Bamara et le plan France Médecine Génomique 2025 pour éviter des doubles saisies et faire circuler l'information? Est-ce qu'il est prévu que cette information circule jusqu'au DMP? Alors, pour l'instant, ce qui est prévu, qui est un chantier important parce qu'on doit le mener conjointement, Séquoia, Oragène, maladies rares, oncogénétique, cancer, et c'est qu'il y ait une interopérabilité entre, pour les maladies rares, Bamara et donc Séquoia, Oragène, et ensuite le cas de soins, et que à la fois les données cliniques soient qui sont saisies dans Bamara, soient directement transférées aux outils de e-prescription, ce qui évite la double saisie, et qu'ensuite le résultat génomique qui est rendu au patient soit implémenté par Séquoia et Oragène dans Bamara. Par l'intermédiaire de la cartouche génomique qui a été travaillée par l'une des filières maladies rares avec la DGOS. Le cran du dessus du DMP est un cran supplémentaire. Bon, à l'impossible, nul n'est tenu, hein, c'est ce qu'on dit toujours, mais déjà, ce chantier-là est quand même un chantier qui va être important et qui va pas mal nous occuper. Hein. Je crois que l'interopérabilité, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Voilà. Alors, sans rentrer dans les questions très compliquées de l'interopérabilité, mais qui sont réelles, j'en suis convaincu, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué, sur le retour de l'information vers le patient, parce qu'il faut une information accompagnée, et notamment la question des données incidentes, puisque maintenant, avec la révision des lois de bioéthique, il va être possible, si le patient le demande, qu'on lui restitue des données incidentes. C'est encore très compliqué. Ça pose plein de questions en termes de bioéthique, hein, par rapport à la capacité du patient à recevoir cette information, parce qu'on est dans la situation où le patient va consulter par rapport à des symptômes qu'il porte et par rapport à une évocation d'une maladie, et puis peut-être qu'on va lui parler d'une autre maladie ou d'un risque particulier. Donc, c'est pas simple. La question, c'est où est-ce que ça va se discuter?
ce qui va être rapporté aux patients? Est-ce que c'est au niveau des plateformes? Est-ce que c'est au niveau des réunions d'interprétation clinico-biologique? Est-ce que c'est au niveau des RCP d'aval de prescription? Quoi qu'il en soit, moi, la question que je voudrais poser, ce que je voudrais dire ici, mais c'est vrai aussi pour les RCP thérapeutiques, il n'est pas normal que ces RCP, quand il s'agit de retourner vers le patient, ne se passent qu'entre cliniciens et biologistes. Les patients, leurs représentants, devraient être présents et participer à ces RCP qui ont pour vocation de retourner de l'information vers le patient parce qu'ils ont aussi des choses à apporter dans ces discussions. Alors, est-ce que les représentants de personnes malades doivent assister à cette RCP ou est-ce que, encore mieux, ne devrait-il pas être en amont lors de l'organisation des soins et de la détermination de quelles vont être les différentes étapes pour l'information en amont et en aval du résultat de l'examen génétique? Je rappelle que l'Agence de biomédecine est en train justement de mettre en place un groupe de travail sur justement les données incidentes. Et donc, je suppose que les représentants de l'association de personnes malades sont présentes à ces réunions-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, là, si vous me demandez mon avis, la réponse est bien évidemment qu'il faut que les représentants des associations de patients participent à ces réflexions au niveau de l'agence de la biomédecine, c'est une évidence. Mais je vais plus loin. Je pense qu'il faut aussi que des représentants de patients participent à ces RCP d'aval quand on parle du plan de la restitution de quel type de données. Ça me semble important. De même que pour, alors là on change un petit peu de sujet, mais de même que pour le RCP thérapeutique, parce que je dirais que la sensibilité patient, la voix du patient, la capacité derrière à aller accompagner l'information vers le patient. Quand aujourd'hui, je sors un petit peu du diagnostic, quand aujourd'hui, à l'issue d'une RCP, on répond à un couple dont l'enfant est atteint par une amyotrophie spinale de type 1, compte tenu de la situation de la maladie de votre enfant, la RCP a conclu à absence de traitement, c'est-à-dire qu'on le condamne à mort dans quelques mois, l'explication vers le patient est quand même, vers les parents est quand même très très compliquée. Donc pour moi, si des représentants de patients participaient à ces réflexions, ça serait de nature à fluidifier ce retour d'information. Je vais peut-être intervenir. Alors tout d'abord sur les données additionnelles, je vais dire comme ça, parce que voilà, on appelle ça les données additionnelles. Pour les données additionnelles, en effet, donc la révision des lois de bioéthique amène à considérer maintenant les données additionnelles. Le groupe de travail réglementaire et éthique du plan France Médecine Génomique a été saisi de cette question et s'est réuni dès début septembre. Et donc, comme il est indiqué dans le dernier article de la révision de la loi, on attend en fait les recommandations de l'Agence de la biomédecine qui doit déterminer quel type de données incidentales maintenant nous devons rendre. Et on est prêt en fait à ce que dès que ce document est rendu, eh bien d'abord adapter les consentements. Ça va être la première étape. Adapter les consentements, parce que pour l'instant, les données additionnelles dans les consentements plan France Médecine Génomique n'y figurent pas. Donc, adapter les consentements. Et puis, je dirais, former et sensibiliser les prescripteurs à quelle information délivrer aux patients maintenant quand ils vont prescrire un séquençage de génome, parce que jusqu'à présent, c'était une information qu'on ne délivrait pas. Donc, on va avoir aussi une campagne du coup pour déterminer quelles informations doivent être données aux patients. Et puis, la deuxième étape qui va être cruciale, c'est comment au niveau des biologistes s'organise en fait l'interprétation et le rendu de ces données, simplement parce que lorsque vous avez un biologiste expert de déficience intellectuelle qui va lire les données de génome et qui tombe sur un variant d'un gène d'une pathologie qui n'a rien à voir avec la déficience intellectuelle, eh bien, comment va se faire cette interprétation de données et les recommandations qui vont avec, puisque dans les données la loi dit quand même qu'il faut qu'il y ait des répercussions pour le patient. Et donc, évidemment, il faut que les consignes adéquates soient données au moment du rendu du résultat.
Alors, la place des représentants de malades et d'associations, pour moi, elle ne fait aucun doute dans toutes les étapes que je viens de vous donner, c'est-à-dire dans ce qu'on doit déterminer comme type d'information qu'on doit rendre et, et comment on le fait et sous quelle modalité. Après, les RCP de clinico-biologiques, ce sont des lieux où on discute vraiment de situations médicales individuelles et de patients individuels. Là, c'est un peu plus compliqué, je dirais. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Sacro-saint secret médical. Voilà. On va manquer de temps, du coup, peut-être parce que bon, j'ai des messages de partout qui me disent qu'il va falloir qu'on laisse manger les personnes. Donc, on va peut-être essayer d'avoir quelques réponses, questions très très courtes pour essayer de conclure. Sur cette question-là, Chara Matarian, vous avez le droit à une réponse très courte, un commentaire très court, et après on va faire un tour je de table. rejoins tout à fait Christelle sur le RCP. Je ne sais pas si c'est vraiment la place des représentants, c'est une discussion très technique. Alors, je réponds sur le RCP thérapeutique, une phrase que je reprends quand même, on ne condamne pas à mort quelqu'un pendant ces RCP. La décision, c'est médical, basée sur les données de la science, et je soutiens. Si l'indication n'y est pas, ce n'est pas le médecin qui la condamne. Voilà. Ensuite, les données de RCP, quoi qu'il en soit, c'est transmis au médecin responsable. Donc, à ce moment-là, peut-être, le patient expert, représentant, enfin, quel que soit, peut accompagner le médecin qui décide. Il y a une place pour le patient, en tout cas. Oui. Ah, toujours. Je pense qu'on ne parle que de ça depuis le début. Donc oui, la place du patient, la place de la maladie est centrale et tout le monde est autour de la maladie, le patient, la personne malade et les autres. Quelques mots de conclusion. On va commencer par Madame Catherine Nguyen parce que franchement, on n'a quasiment pas parlé de l'impasse diagnostique. Moi, j'aurais une question à vous poser avec une question très courte, réponse très courte. Cette impasse diagnostique va aboutir probablement à des innovations. Est-ce que ces innovations seront complètement collées aux plateformes de médecine génomique ou à la BNDMR, ou est-ce qu'on va créer encore de nouvelles structures? Réponse courte. Oui. Elles vont coller. Elles colleront. Bon, ça c'est parfait, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de couches supplémentaires et on sera ravis. Est-ce que, du coup, on va commencer par Charam. Une question à votre collègue Catherine Nguyen. Question à Catherine sur le lien entre l'errance diagnostique, l'impasse diagnostique et les outils qui sont en train de se mettre en place. Non, d'abord, il faut le remercier pour toutes ces actions qui ont été mises en place. Est-ce que ces appels d'offres vont s'en répéter? Ça, c'est difficile à dire, mais je l'espère. Oui. En particulier sur la base de données Ah oui, sur la base de données, oui. Alors bon, il faut, là aussi, c'est encore une situation c'est pas facile parce que c'est quelque chose de nouveau d'essayer de mettre en place une structuration qui soit pérenne, qui donne l'accès à ces données à tout le monde. Mais je pense que on est sur la bonne voie. Christelle Thauvin, pour un dernier mot de conclusion, ou en tout cas le lien entre le PFMG et les appels à manifestation d'intérêt impasse diagnostique. L'objectif de cet appel à projet impasse diagnostique était, je dirais, de compléter le plan France Médecine Génomique en termes de stratégie, puisque pour l'instant, on fait du séquençage de génome, alors de courts fragments, pour ne pas être technique. Et donc, les équipes qui ont répondu à cet appel à projet, entre autres, développent des technologies complémentaires, et en plus de ce qui est fait actuellement sur Sequoia Euragène, avec l'ambition qu'ensuite, à terme, tout ça s'organise de façon concertée dans l'intérêt du patient, pour réduire encore plus l'impasse diagnostique. Monsieur Côté, pour le représentant des personnes malades. Alors, 2 points. Le premier, c'est que cette nouvelle médecine génomique nous amène dans une vision beaucoup plus dynamique de la relation entre le patient et le médecin, parce que des variants de signification inconnus au moment où on fait l'analyse pourront peut-être devenir signifiants quelques années plus tard. Et la question est, il faut accompagner un retour d'information qui, du coup, va être un retour d'information séquencé vers le patient si
tel variant apparaissait pathologique beaucoup plus tard dans la vie, et ça peut être des décennies plus tard. Donc ça, c'est une première problématique. La deuxième, on n'a pas eu le temps d'en parler, le dépistage néonatal. La révision des lois de bioéthique permet aussi de faire du dépistage néonatal en utilisant les outils de la génétique, en allant rechercher la mutation causale d'une pathologie donnée, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Ça ouvre des champs nouveaux. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale. J'espère qu'on va y arriver très vite. Mais ce n'est pas la seule pathologie. Donc, si on est capable de rechercher une mutation ciblée pour dépister une maladie, finalement pour la diagnostiquer plus vite de façon à apporter une solution thérapeutique plus rapidement, c'est bien. Mais du coup, dès qu'on a fait ça, pourquoi pas rechercher 2 mutations, puis 3, puis 4, puis un panel. Donc, devant nous, il y a encore plein de réflexions qui vont s'ouvrir parce que le dépistage néonatal génétique ouvre un tout nouveau champ de la médecine préventive. Et je crois qu'on aurait tort de ne pas s'y atteler aujourd'hui. Il ne faut pas rester dans le cas de l'amyotrophie spinale où le dépistage n'est pas en place alors que les thérapeutiques sont là. Il faut non seulement que le dépistage néonatal accompagne le progrès thérapeutique, mais même qu'il le précède un petit peu pour lorsque la thérapeutique est là, les nourrissons soient dépistés pour une meilleure application de ces thérapeutiques. Donc non seulement accompagner, mais précéder le progrès thérapeutique. Ce qui est un autre changement de paradigme aussi, parce que jusqu'à présent, les dépistages néonataux arrivaient parfois des décennies après les solutions thérapeutiques. Eh ben, merci beaucoup pour cette table ronde. Vraiment, merci à tous les participants orateurs. On va vous libérer pour votre repas. On va discuter du diagnostic prénatal cet après-midi dans le congrès RAR 21. Néonatal, Ouais. dépistage néonatal, pardon. Oui, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir pris le temps de rester en dehors du temps réglementaire qui nous était imparti. Et bon dîner tout le monde, bon repas, pardon. Et surtout, on se retrouve après pour la suite du congrès RAR 21. Merci beaucoup.